Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci de vous être connectés à notre webconférence sur le thème de l'acquisition de son bien immobilier. Parce que vous ne souhaitez plus mettre de l'argent dans des loyers et que vous souhaitez investir dans votre propre logement, vous êtes au bon endroit à la Caisse d'Épargne Loire-Centre. Je suis donc Nadège Dallot et je suis accompagnée de Jérémy Boileau, expert en crédit immobilier à la Caisse d'Épargne Loire-Centre. Nous allons être ensemble pour environ 30 minutes afin de vous apporter des conseils utiles et vous aider à franchir le pas à devenir propriétaire de votre logement. Je vous propose, pour le bon déroulement de cette webconférence, de répondre à vos questions avec Jérémy à la fin de cette présentation. Mais bien sûr, pour cela, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la webconférence. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous, donc je suis Jérémy Boileau, comme vient de vous l'indiquer Nadège. Nous allons prendre le temps ensemble de vous présenter les incontournables pour devenir propriétaire dans les meilleures conditions. Merci Jérémy. Eh bien justement, peux-tu nous présenter les différentes étapes incontournables pour bien réussir son premier achat immobilier? Tout à fait Nadège. Donc dans un premier temps, le plus important, ça va être de déterminer le budget. Et dans le budget, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Tout d'abord, vous allez avoir le prix d'acquisition du bien. Ensuite, il va y avoir les travaux que vous allez avoir à réaliser. Donc, par exemple, dans le cadre d'une acquisition d'un bien immobilier, il y a plusieurs types de travaux, soit des travaux dans l'ancien, soit via une construction. Donc, sur la construction, il peut y avoir des montants assez importants aussi à prendre en compte. Vous allez avoir les frais d'agence, les frais de notaire, mais aussi les frais de garantie. Donc, tout ça compose le budget de votre projet d'acquisition. Ensuite, à l'intérieur de ce budget, il va falloir qu'on estime ce qu'on appelle votre capacité d'emprunt. Donc, ça va être la capacité d'effort. En règle générale, c'est ce qu'on a un ratio de revenus sur endettement et sur lequel on ne doit pas dépasser une norme qui est de 35%. À cela, on va rajouter l'apport que vous êtes constitué et on arrive sur le projet global. Il y a un élément qu'il ne faut surtout pas oublier dans un budget sur un achat immobilier, c'est toutes les dépenses de la vie courante que vous allez continuer à avoir. Quand je pense aux dépenses de la vie courante, je pense aussi à vos loisirs et puis aux différentes charges qui vont venir se rajouter par rapport à l'acquisition de ce bien, qui peuvent être la taxe foncière, parce qu'elle peut être importante en fonction de certaines communes, les charges de copropriété aussi liées au bien que vous allez acquérir. Donc, il est important de bien calibrer l'ensemble de ces charges externes et celles existantes, parce que les échéances que vous allez avoir à rembourser pendant toutes ces années peuvent durer jusqu'à 25 ans, alors que vous, votre vie en tant que telle ne va pas changer et les habitudes que l'on a en termes de loisirs, on n'a pas nécessairement envie de les restreindre. Donc, il est hyper important de calibrer le montant de son échéance par rapport à son train de vie actuel et pas que les normes d'endettement connues. Voilà. Très bien, c'est bien clair. Justement, tu nous parlais d'apport, Jérémy. Qu'est-ce qui nous permet de l'évaluer exactement? Oui, donc dans le budget, comme on le disait, on a l'acquisition, on va avoir aussi la partie apport. Et donc dans l'apport, il y a plusieurs types d'apports que vous pouvez venir rajouter. Vous allez avoir l'épargne que vous êtes constituée durant toutes ces années, donc de l'épargne bancaire sur un plan épargne logement, un livret par exemple. Vous allez avoir les donations, voilà, un don familial ou un prêt familial. Et enfin, l'épargne que vous avez pu vous constituer avec votre employeur. Souvent sous une forme de plan d'épargne entreprise auquel vous pouvez adhérer simplement. Voilà. Très bien. Ok, Jérémy, très bien. Et du coup, avec tous ces éléments, comment exactement je peux calculer mon budget? Alors, pour calculer son budget, le plus simple quand même, c'est de se rapprocher d'un des conseillers caisse d'épargne qui va estimer avec vous le coût le plus juste de l'opération et de vous accompagner sur la solution clairement la plus adaptée. Ensuite, vous pouvez prendre l'initiative d'aller sur un simulateur. Donc, on a un simulateur sur la caisse d'épargne Loire-Centre pour estimer le montant que vous pouvez emprunter. Dans le simulateur, vous allez renseigner donc l'échéance que vous souhaitez rembourser et la durée. Et dans ce cas-là, on va vous donner une enveloppe purement avec les éléments que vous aurez renseignés dans l'outil. Et à partir de là, une fois que vous avez votre enveloppe définie, soit par un simulateur ou au plus proche de votre conseiller, vous pouvez commencer les visites de vos biens immobiliers.
Ok, Jérém. Et du coup, est-ce que tu as quelques conseils à nous donner lorsqu'on a visité un bien qui nous convient? Oui, quelques conseils lors des visites que vous allez réaliser. On parle d'une acquisition de projet immobilier, donc avec des montants assez importants. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut pouvoir comparer le bien immobilier dans son environnement. Dans son environnement, il y a plusieurs choses pour pouvoir le comparer. Un, la superficie du bien par rapport à son prix d'acquisition. Donc, vous allez avoir le prix au mètre carré du bien à comparer avec les autres biens que vous pouvez avoir autour. Un exemple assez simple, aujourd'hui sur de nouveaux comparateurs, même sur le Bon Coin, vous avez le prix au mètre carré qui est stipulé dans l'annonce. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est commodité. Il est important de porter une importance toute particulière aux commodités, parce que je pense au commerce, aux écoles qu'il peut y avoir, qui vont valoriser le bien dans le temps. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est diagnostic de performance énergétique. C'est des éléments indispensables qu'on doit avoir. Donc, vous allez avoir le diagnostic sur l'amiante, le plomb, tout ce qui est catastrophe naturelle. On le sait de plus en plus, ça prend toute son importance, dans la consommation énergétique, et on est clairement dans le sujet maintenant avec la hausse du prix des matières premières, et encore plus dans les logements futurs, avec, on l'entend de plus en plus, des taxations sur des logements dits énergivores. Enfin, un élément sur lequel vous pouvez aller vous renseigner, je vous conseille fortement, c'est d'aller en mairie et d'aller demander tout ce qui est plan local d'urbanisme. Et là, vous allez pouvoir avoir un état des lieux des futures constructions qui vont pouvoir se faire dans l'environnement proche de votre acquisition, ou surtout des choses que vous allez pouvoir réaliser sur votre logement. Un changement de Velux, les fenêtres que vous allez pouvoir faire ou non. Voilà, c'est prépondérant de se renseigner sur ces éléments-là. Donc, dans le choix du bien immobilier, je dirais une seule chose, le plus important de choisir, c'est avant tout l'emplacement. Sachez que lorsque vous recherchez un bien, et que si vous donne envie ce bien-là, il y a d'autres personnes à qui ils donneront envie. Donc, dans le temps, il y a de grandes chances que ce bien pourra se valoriser de la meilleure des manières. Voilà. Parfait. Très bien. Alors, une fois qu'on a trouvé le bien de ses rêves, qu'est-ce qu'il convient de faire réellement, Jérémy? Une fois qu'on a trouvé un bien qui nous semble plutôt intéressant, le bien de ses rêves même, on va faire ce qu'on appelle une proposition d'achat au propriétaire. Donc, cette proposition, elle doit être faite par écrit, dans lequel vous allez mentionner des éléments importants comme le prix auquel vous souhaitez acquérir le bien, et puis vous allez mettre une date de validité sur cette proposition, et puis vous allez attendre calmement et patiemment que le propriétaire vous réponde à cette offre d'achat. Et du coup, imaginons si jamais le propriétaire n'accepte pas, le vendeur, notre proposition, comment ça se passe? Alors, s'il n'accepte pas de panique, deux solutions. La première, il peut vous faire une contre-proposition, c'est-à-dire que le prix que vous lui avez fait était un peu trop bas, donc dans ce cas-là, il va vous annoncer un prix supérieur. Après, libre à vous d'accepter cette proposition ou de la refuser, voilà, tout simplement. D'accord. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord avec le vendeur, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, une fois que vous êtes mis d'accord avec le vendeur, très simple, il va falloir matérialiser cet acte. Il y a deux manières de pouvoir le faire. Soit vous faites ce qu'on appelle une promesse de vente ou un compromis de vente. Ça permet d'exprimer clairement les volontés de chacun dans l'acte d'achat. Vous pouvez le faire aussi par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Voilà, cette démarche que vous allez faire, elle va vous engager pour une durée de 10 jours. Et c'est ce qu'on appelle le délai de rétractation. Et donc, pendant lequel vous avez 10 jours pour vous rétracter sans motif dit légal. Voilà. D'accord, Jérémy. Donc, si je comprends bien, c'est maintenant que va commencer la recherche du financement. Oui, tout à fait. Une fois que vous avez convenu du prix, vous avez signé votre compromis, là, dans ce cas-là, on passe à l'étape d'après, la recherche du financement. Donc, nous, on va avoir besoin de plusieurs éléments pour pouvoir constituer ce dossier. Tout ce qui va être justificatif d'identité, vos revenus, vos bulletins de salaire, vos relevés de compte, l'avis d'imposition, les tableaux d'amortissement de vos crédits en cours, le justificatif de votre rapport personnel, et puis le plus important, votre promesse ou votre compromis d'achat. Voilà. Normalement, j'oublie rien. C'est déjà pas mal. Mais alors concrètement, comment va se dérouler le rendez-vous?
Alors, une fois vous avez tous ces éléments, vous venez avec ces éléments pendant le rendez-vous, et puis on va prendre le temps de vous trouver la meilleure solution par rapport à votre projet d'acquisition. Quand je dis prendre le temps de trouver la meilleure solution, c'est qu'il existe plein de types de prêts, clairement, en fonction du type de bien que vous allez acquérir ou la solution d'acquisition. Les plus courantes, ça va être les prêts aidés. On va déjà regarder si vous avez la possibilité d'aller sur les prêts aidés, les prêts réglementés, le prêt à taux zéro, le plus connu, voilà, pour les primo-accédants. Je pense aussi au 1% patronal. Pour ça, il faut vous renseigner auprès de votre employeur à savoir s'il cotise au 1% patronal. C'est un prêt qui a des conditions de taux de l'ordre inférieur à 1%. Voilà, aujourd'hui, c'est 0,50 concrètement. Et puis ensuite, nous, on va faire le complément de ces prêts aidés éventuels par l'intermédiaire de 3 autres prêts qui peuvent être un prêt classique, donc ce qu'on appelle un prêt habitat avec amortissement immédiat, ou un prêt avec de l'amortissement différé. Donc, vous allez rembourser une partie des intérêts ou des assurances plus tardivement. Je pense dans le cadre d'un projet locatif, par exemple, si vous achetez un bien et que vous souhaitez le mettre à la location, dans ce cas-là, vous n'allez peut-être pas percevoir les loyers immédiatement. Ou dans le cadre d'un projet avec beaucoup de travaux, on va décaler les échéances pour éviter que vous ayez 2 échéances de prêt. Il peut y avoir aussi le prêt relais. Dans ce cas-là, le prêt relais, souvent ça fait peur, hein, le prêt relais, mais pas de panique. Il va s'appliquer à partir du moment où vous souhaitez acquérir un nouveau bien, alors que vous possédez toujours l'ancien et que vous ne l'avez pas encore vendu. Donc dans ce cas-là, on a un délai pour pouvoir acquérir ce bien. Et puis enfin, il y a des solutions un peu plus fines on peut se tourner sur des prêts in fine. Donc là, c'est un prêt sur lequel vous ne remboursez rien pendant la phase contractuelle et vous remboursez la totalité des intérêts et du capital à la fin du crédit. J'oublie pas, non, il y a un élément, c'est qu'il faut savoir que toute la durée de ces prêts ne peut pas dépasser 25 ans aujourd'hui en caisse d'épargne Loire Centre. Il y a une chose qu'on prendra le temps de faire aussi sur ce rendez-vous, c'est de regarder tout ce qui est assurance emprunteur et la garantie qu'on va adosser à ce crédit immobilier. Justement, sur l'assurance emprunteur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus? Comment ça se passe? Alors, l'assurance emprunteur, c'est un élément fondamental de votre crédit. Il va couvrir tous les risques de votre vie privée ou professionnelle, voilà, tous les risques des aléas de la vie qu'on peut avoir. Quand je parle de risque, je pense à tout ce qui est accident, la maladie, le décès ou même la perte d'emploi. Donc, on touche à des choses qui sont très sérieuses. Et dans ce cas-là, l'assurance va prendre en charge les échéances de crédit s'il arrive un problème. Dans l'assurance, on va déterminer ce qu'on appelle la quotité. C'est la part que l'on souhaite couvrir par rapport au montant du prêt. Voilà. Ensuite, souvent on me dit « Ah oui, mais l'assurance, ça peut être un petit peu élevé ». L'assurance, elle est fonction de plusieurs facteurs, mais le principal, c'est d'abord l'âge à laquelle on souscrit l'assurance emprunteur, et ensuite, c'est la durée sur laquelle on va aller. Toutes les démarches liées à l'assurance emprunteur, aujourd'hui, sont simplifiées. Actuellement, il y a un questionnaire en ligne à répondre. Et après, vous avez une réponse apportée à ce même questionnaire. Il faut savoir même que depuis le 17 février de cette année, de 2022, il y a une nouvelle loi qui va simplifier encore plus tout ce qui est démarche de questionnaire de santé, à savoir que à partir du mois de juin, parce que la loi n'a pas été encore mise en application, mais à partir du mois de juin, un emprunteur seul pourra, sans questionnaire médical, aller jusqu'à 200 000 € à partir du moment où son prêt se termine avant son 60e anniversaire. Ce montant-là est doublé, donc pour un couple, on passe à 400 000 € à partir du moment où où la fin de crédit se termine avant le 60e anniversaire, et dans ce cas-là, on ne vous demande aucune formalité médicale. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Jérémy. Et du coup, à l'issue de ce rendez-vous, c'est là que la banque nous remet une proposition commerciale? Oui, alors à l'issue de ce rendez-vous, vous allez partager surtout avec votre conseiller, et j'insiste sur le terme de partage de la solution à laquelle vous allez choisir, les échéances, voilà, c'est la chose la plus importante, les conditions de taux,
les frais de dossier, le montant de l'assurance sur lequel vous allez choisir. Et donc là, à partir de là, on va rentrer ensuite dans ce qu'on appelle la demande de crédit. Donc, si j'ai bien compris, Jérémy, si la proposition commerciale nous apporte satisfaction, c'est à partir de ce moment-là que se déclenche la mise en place du crédit. Oui, là, on passe donc à ce que je disais, à l'accord, à votre accord, à ce qu'on appelle l'accord client. Avant, on était sur le montage du dossier, on affine les différents points et ensuite, OK, on s'est mis d'accord sur les échéances, le montant du prêt, ce qu'on va financer. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et donc, vous nous donnez votre accord. Une fois qu'on va pouvoir monter votre dossier, parce qu'on a eu tous les éléments en amont pour pouvoir le faire, et on va pouvoir ensuite vous éditer vos offres de prêt. L'offre de prêt, vous allez la recevoir par signature électronique. Elle a une durée de validité de 30 jours. Une fois que vous recevez cette offre de prêt, vous avez un délai de réflexion de 10 jours pour vous rétracter sur l'offre de prêt. Et à partir du 11e jour, vous pouvez accepter cette offre de prêt. Et donc là, dans ce cas-là, l'offre de prêt devient définitive. Cette offre de prêt est envoyée automatiquement en signature électronique et vous pouvez la signer aussi électroniquement. Il n'y a rien de plus simple, clairement, aujourd'hui. D'accord, effectivement, ça a l'air très simple. Alors, une fois que l'offre de prêt est signée, que reste-t-il à faire concrètement? Une fois que l'offre de prêt est signée, on est presque au bout. Il reste à prendre rendez-vous chez le notaire pour faire le déblocage des fonds. C'est-à-dire que vous allez prendre votre rendez-vous chez votre notaire, vous avez votre offre de prêt qui est signée d'un côté, et ben nous, on n'attend plus que votre ordre de déclenchement du versement chez le notaire. Ça ne se fait pas automatiquement et souvent, on le rencontre avec nos clients. Les clients pensent que lorsque vous avez accepté, vous pensez que lorsque vous avez accepté l'offre de prêt, automatiquement, on va débloquer les fonds. Non, c'est bien vous qui nous donnez l'ordre de payer chez le notaire. Je pense aussi à un autre type de situation. Quand vous êtes dans le cadre d'une construction, vous pouvez par exemple débloquer votre prêt une partie pour l'achat du terrain et ensuite pour tous les déblocages successifs liés à l'avancement de la construction. Donc, à chaque demande de déblocage, une fonction différente. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête aussi, c'est quand vous allez signer chez le notaire, donc la demande de déblocage est faite, vous allez signer chez le notaire va vous demander une attestation d'assurance logement. C'est un élément qui est juste indispensable. Donc, on a parlé de l'assurance emprunteur, mais il est aussi indispensable de se couvrir au niveau de son logement pour tous les risques liés à une catastrophe naturelle, un dégât des eaux qui pourrait subvenir. Il faut savoir qu'en caisse d'épargne spécifiquement, on a une offre qui vous couvre en cas de sinistre jusqu'à 24 mois de prise en charge de vos échéances de prêt immobilier, concrètement. Bah, écoute, parfait, Jérémy. Merci pour toutes ces informations très claires. Donc, en fait, si je reprends et si je résume, les différentes étapes clés, elles sont donc définir son budget, choisir son bien immobilier, le rendez-vous primordial avec son conseiller. De là sera faite la remise d'une proposition commerciale avant l'instruction du dossier de prêt, qui sera suivie de l'accord du prêt, des éditions des offres de prêt, du déblocage de fonds, pour enfin avoir lieu la signature chez le notaire. C'est bien ça. C'est bien ça. Très bien. Bah, écoutez, ce qu'on vous propose maintenant avec Jérémy, c'est de répondre aux diverses questions les plus importantes, les plus récurrentes qui auront été postées sur le chat. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Tu es prêt, Jérémy? Moi, c'est bon. On n'attend plus que les questions à venir, si vous en avez. Plus que les questions, ça va venir. Alors, nous avons une question. Quel est l'impact d'un crédit immobilier sur d'autres crédits? Achat voiture, mariage par exemple, et notamment pourcentage d'endettement. Donc, je pense que voilà, est-ce que ça rentre dans le calcul du budget, du taux d'effort dont tu nous as parlé tout à l'heure? Oui, donc si je comprends bien, comment est impacté le crédit immobilier dans le taux d'endettement? C'est ça la question? Ouais, quel impact exactement? L'impact, le crédit immobilier, on va retenir 100% de la charge dans l'endettement. Donc, si vous avez des crédits qui sont déjà en cours, ça ne vous interdit absolument pas de solliciter l'établissement bancaire pour pouvoir acquérir votre bien immobilier. Ce qu'on regardera, c'est votre endettement global, donc votre capacité d'emprunt à pouvoir rembourser ce crédit.
Voilà, donc vous pouvez avoir un crédit travaux, un crédit auto et un prêt immobilier. C'est pas du tout indissociable. Ce qui compte, c'est que les normes d'endettement soient respectées, à savoir 35% voilà, d'endettement, un tiers de vos revenus d'activité. Okay. Donc, on peut dire que tous les crédits rentrent en compte dans le taux d'effort. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Donc, on a une autre question, Jérémy. Peut-on emprunter sans apport? Sans problème, c'est pas du tout un élément bloquant, l'acquisition d'un bien sans apport. On prendra toujours en compte votre situation globale, votre situation personnelle et votre situation financière. Souvent, on a cette question qui revient régulièrement, l'apport est-il nécessaire ou pas? On va vous conseiller de mettre de l'apport déjà pour vous, parce que si vous avez besoin de revendre aussi ce bien rapidement, et que vous n'avez pas mis d'apport et que pour X raison, il y a une dévaluation du bien immobilier, bah, vous pouvez vous retrouver avec un montant de crédit supérieur à la valeur de ce bien. Donc, la réponse, c'est pas d'obligation d'apport, en aucun cas. Pour autant, c'est bien de mettre un tout petit peu d'apport, au moins les frais, ce qui peut être les frais d'agence ou les frais notaires, si vous aviez l'obligation de revendre ce bien, voilà, rapidement. Alors, merci, Jérémy. Une autre question, sur quelle durée on peut emprunter à la Caisse d'Épargne Loire-Centre? La durée maximum sur laquelle on peut aller, c'est 25 ans. Voilà, on ne peut pas dépasser cette durée, on est limité en termes de montant. Il faut savoir que 25 ans, ça nous laisse quand même déjà un très beau champ d'emprunt pour pouvoir emprunter. Donc voilà, je pense que c'est même compliqué d'aller sur des durées plus longues. Après, vous allez avoir un coût de crédit qui va venir exploser clairement. Et même, on le faisait avant par le passé, on allait sur des durées supérieures, mais on se rendait compte que le fait d'aller sur une durée plus longue, le montant des intérêts était lui aussi plus important. Donc, votre capacité d'emprunt, votre budget, lui, n'augmentait pas en proportion. J'ai une autre question. Il y a une autre question sur le chat qui concerne le remboursement partiel ou total du crédit immobilier. À savoir, est-ce qu'on paye quand même les intérêts sur cette partie du prêt principal? Donc, je pense que voilà, ça concerne certainement des frais d'IRA, peut-être. Tu vas nous expliquer. Et puis, si on paye tous les intérêts du prêt, je pense que c'était là la question. Oui. Alors, vous avez la possibilité donc de faire des remboursements partiels, que ça soit total si vous percevez une somme importante ou que c'était prévu au départ de votre projet. Vous pouvez faire aussi des remboursements partiels, donc pour moitié. Et ces montants de remboursement, ces pénalités, si on parle de pénalités, en général, le montant, c'est 3%, hein, c'est quelque chose de légal. C'est des choses qui peuvent être réduites à zéro, parce qu'elles sont prévues par la loi. Dans certains cas, tout ce qui va être mutation, par exemple dans la mutation professionnelle, ou si vous avez décidé de l'inscrire au départ dans votre offre de prêt. Ça, c'est possible de le faire. Si vous savez que vous allez rembourser, quoi qu'il arrive, un montant de votre crédit, vous pouvez l'inscrire en conditions particulières. Et dans ce cas-là, on pourra stipuler le montant des pénalités qu'il peut y avoir ou pas. Voilà. Merci. Il y a une autre question qui concerne les assurances. Et tu le sais, Jérém, voilà, que nos clients aussi nous sollicitent assez régulièrement sur ce sujet-là, à savoir si on est obligé de souscrire à l'assurance proposée par la banque. Ou est-ce qu'on peut en souscrire une autre ailleurs? Alors, je vais être 100% transparent. Il n'y a aucune obligation de souscrire à l'assurance de la banque ou d'une autre assurance. Il n'y a pas l'obligation de passer par tel ou tel assureur. Le plus important, c'est d'avoir un niveau de couverture qui soit adapté à votre situation personnelle et professionnelle. Il faut savoir qu'on trouve beaucoup de choses, clairement, aujourd'hui en termes d'assurance, mais que ce soit sur l'assurance emprunteur ou même pour l'assurance de sa maison ou de sa voiture. L'impact est d'autant plus fort sur l'assurance emprunteur car les montants, eux, sont aussi beaucoup plus importants. Faut savoir quand même que l'acquisition de la résidence principale, c'est un projet de vie et il serait dommage de se couvrir avec un niveau de couverture qui ne soit pas du tout adapté. Je veux prendre 2-3 éléments. Dans l'assurance emprunteur, il y a le décès à couvrir, la perte totale irréversible d'autonomie et l'invalidité. À l'intérieur de ces 3 grands types de couverture, vous pouvez avoir des options avec des niveaux de franchise. C'est comme sur l'assurance auto ou comme sur l'assurance voiture, avec une franchise à 30 jours, 60 jours ou 90 jours.
Donc, en fonction de ce que vous allez choisir en termes d'assurance, vous allez avoir une prise en charge qui ne sera pas nécessairement la plus adaptée ou à l'inverse, totalement adaptée en fonction du niveau de couverture. Voilà, donc aucune obligation. Par contre, soyez très très vigilants sur la couverture. C'est bien la couverture qui prime, quoi, qui va déterminer le prix, effectivement, quoi. Clairement, oui. Ok, alors on a une autre question, Jérémy, qui concerne le changement de propriété, c'est-à-dire puis-je emprunter pour une deuxième résidence principale et transformer ma première résidence principale en résidence locative? Je n'ai pas très bien entendu parce que j'ai un petit dérangement. Je suis Là où désolé. j'ai un petit dérangement, ça arrive, c'est pas grave. Donc du coup, ouais, voilà. En fait, la question c'est voilà, je suis propriétaire aujourd'hui pour mes RP. Est-ce que je peux emprunter pour une nouvelle RP et mettre ma résidence principale en locatif? Absolument, ce n'est pas du tout un élément bloquant. Comme je vous le disais, il y a plusieurs solutions pour pouvoir acheter un bien alors que vous possédez déjà une résidence principale, que ce soit un achat de résidence principale vers une résidence principale ou d'achat, vous possédez déjà une résidence principale et sur lequel vous souhaitez acquérir un bien locatif. Ce qu'on prendra en compte à chaque fois, c'est votre endettement initial et votre endettement futur, à savoir si vous êtes en capacité de pouvoir rembourser et le crédit que vous avez aujourd'hui et la future charge en tenant compte du loyer futur que vous allez percevoir. Ok, encore une question. Donc, si on possède la totalité du bien en cash, c'est-à-dire qu'on a tout en apport, est-ce que notre conseiller peut quand même nous proposer un emprunt? Absolument, c'est pas du tout en opposition. De un, disposer de l'épargne et de deux, d'avoir un prêt immobilier. On vous le conseillera en fonction, toujours, de votre capacité de remboursement et aussi d'un point de vue patrimonial. Il faut savoir que lorsque vous avez, je prends un exemple assez simple, mais lorsque vous avez 100 000 euros d'épargne, par exemple, pour l'achat d'un bien de 100 000, on se pose souvent la question de savoir est-ce que je vais mettre mon apport de 100 000 dans ce projet ou au contraire le financer. S'il y a un souci, c'est hyper simple, c'est que si vous avez fait un prêt et qu'il y a une assurance dessus et qu'il arrive un décès, il y aura une chose assez simple, c'est que le prêt, lui, sera remboursé par l'assurance. Alors que si vous avez vous-même apporté 100% de cette somme et qu'il arrive un décès, vous n'aurez plus que le bien à disposition et vous n'aurez plus les avoirs. Donc en fait, le prêt est une couverture, l'assurance du prêt est une couverture aussi au niveau de son patrimoine. Donc en gros, vous avez à disposition le bien que vous avez acheté et vous avez toujours votre épargne de 100 000 euros. Après, on peut trouver un mixte entre les deux. Ça peut être 50% de financement en fonction de votre capacité de remboursement. Parfait, donc ça apporte une protection complémentaire, on est bien d'accord. Clairement, c'est ça, oui, tout à fait. Okay. Donc, du coup, on va terminer sur une dernière question parce qu'on va pas arriver à la fin de notre webconférence. On a une question autour des frais de notaire. Comment on les calcule? Les frais de notaire, ils sont calculés. Alors déjà, quand vous allez signer votre compromis, c'est le notaire qui va vous communiquer le montant de ces frais-là. Et en règle générale, le montant, si vous voulez avoir un ordre d'idée, il y a plusieurs simulateurs qu'on peut retrouver sur Internet ou directement auprès d'un notaire. Mais il faut compter à peu près 8% au niveau des frais de notaire. Ils seront variables si c'est une acquisition dans l'ancien ou dans le neuf. Très bien, écoute, merci Jérémy pour toutes ces réponses aux questions donc posées. On n'a pas pu tous, bien évidemment, y répondre. Je sais que vous avez eu des réponses également en ligne pendant toute la partie de la webconférence. Donc voilà, c'est arrivé. On arrive au terme donc de notre présentation. Nous espérons que ces conseils vont vous permettre de mieux appréhender votre projet immobilier futur ou à venir. En résumé, ce qu'on peut retenir pour réussir son premier achat immobilier, vous l'avez compris, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer de professionnels. Et pour le financement, bien sûr, adressez-vous à votre conseiller Caisse d'Épargne Loire-Centre. Et pour ceux qui ne sont pas encore clients de la Caisse d'Épargne, on vous invite bien évidemment à franchir les portes des agences à proximité de chez vous ou alors à vous rendre sur notre site internet pour lequel vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne. Et puis, sachez que chaque conseiller sera bien évidemment vous accompagner dans chaque étape de votre projet. Après, si on a bien retenu aussi, chaque projet mérite d'être affiné pour choisir la meilleure solution qui vous conviendra. Le conseil est très, très important dans l'acquisition de votre bien immobilier. Avant de nous quitter, écoutez, ce que je vous propose, c'est de répondre au sondage que vous allez retrouver sur votre écran.
Encore une fois, un grand merci à vous tous. Et puis, nous vous souhaitons une très bonne journée. À toi le mot de la fin, Jérémy. Merci à tous et puis au plaisir de vous recroiser dans nos agences très vite. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.